on parle d'ailleurs du tribalisme, du favoritisme, on peut aussi le voir même sur le plan politique où certains s'identifient par rapport au leader politique qui vient de son village. Charles Ndongo ne me démentira pas que dans son village, on vote le RDPC à 101%. Parce qu'il y a Bolbia, le frère, le père, l'oncle du village. Mais les autres peuvent être taxés de tribalistes. Et bien évidemment, comme tels, les discours c'est lesquels? Surtout pas ces gens-là. Ils ne doivent jamais venir au pouvoir. Je me souviens même de quelqu'un qui disait, si jamais Kamto vient au pouvoir, eh bien il faut faire un coup d'État. Une plainte d'ailleurs en bonne et due forme a été posée, mais jusqu'à présent, elle n'aboutira pas. Parce que c'est comme ça. C'est ça leur loi. Et d'ailleurs, ils se disaient qu'en 2025 ou 2024, qu'ils allaient coincer Maurice Kamto. Et bien évidemment aussi, l'autre qui se rapprochait déjà de lui, à savoir Nietzsche. Et ils étaient convaincus qu'ils allaient actionner Joshua aussi pour continuer le travail de Fofrundi qui au départ était du côté du peuple et qui a fini par le trahir. Ainsi, ils étaient convaincus que ni Nietzsche ni Kamto ne pourront être candidats à l'élection présidentielle, puisque par le couperet du 8-2 que Frundi avait inventé, eh bien, à la date du 25 janvier 2023, Nietzsche et d'autres leaders du SDF étaient exclus, balancés en brousse comme des parias, sous prétexte qu'ils étaient indisciplinés. Mais derrière, ils savaient que Nietzsche ira plutôt MRC. Et ils allaient dire, qu'est-ce qu'on vous disait? Ah voilà ces gens-là, et ils ne veulent que les partis du village. Mais Nietzsche, lui, il avait un autre joker. Il a sorti, bam, un parti qu'il avait déjà activé, qu'il avait déjà créé en 1992 et qui avait eu à fusionner avec le SDF, a donc été rebaptisé et aujourd'hui, Jean-Michel Nietzsche est donc porté à la tête de ce parti. Bien évidemment, le régime Biya ne peut pas être content puisque c'est un véritable dribble déroutant. On n'attendait pas cette sortie-là parce que Nietzsche est de ses opposants qui ne se laissent pas acheter par de l'argent et qui est droit dans ses bottes depuis très longtemps. Nietzsche également est celui-là qui risque de jouer un rôle très important en ce qui concerne l'opposition, d'autant plus qu'il a déjà annoncé qu'il va tendre sa main à d'autres partis d'opposition. Nietzsche reste député à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, quand il a été exclu, il avait adressé une lettre au secrétaire général de l'Assemblée nationale en expliquant qu'on m'a exclu à partir de cet instant, puisque je paye souvent, ou plutôt vous me prélevez souvent mes indemnités pour reverser au SDF, ne le faites plus, puisqu'ils ont dit que je ne suis plus là avec 33 autres membres influents du SDF qui ne voulaient pas écouter cette chanson où le SDF était devenu pratiquement l'antichambre du RDPC
et surtout avec un autre relais qu'on appelle Joshua aussi. Eh bien, Nietzsche avait donc demandé que, bien évidemment aussi, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, puisqu'il n'est plus député, eh bien, le SDF devrait perdre le poste de questeur, puisque le SDF avait 5 députés, et aussi le PCRN de Kadbralibi, 5 députés. Or, en excluant Nietzsche, eh bien, cela veut dire que certainement, il ne restait que 4 députés, selon Nietzsche. On n'a pas voulu l'entendre, puisque d'ailleurs, le régime Biya est tellement dans une association aujourd'hui avec le SDF que ça ne se cache même plus. Et d'ailleurs, tout le monde a pu le constater que lorsque les députés de l'Assemblée nationale ont adressé une missive rocambolesque aux États-Unis par rapport aux Amazoniens, eh bien, ceux-là qui avaient fait cette lettre-là, non seulement pour dénoncer les États-Unis d'abriter des terroristes, mais demander encore aux États-Unis de rapatrier cela au pays pour qu'ils viennent faire la prison, eh bien, parmi les députés qui ont signé, c'était ceux du RDPC et bien évidemment, Joshua aussi, le fils de Frondi, Joshua aussi, l'ami intime de Atangandji, Joshua aussi, l'ami intime, bien évidemment, aussi de Grégoire Rona. Nietzsche est donc comme une épine au pied. Et la présence de Nietzsche, plus Camto, jouant dans des équipes différentes, mais qui peuvent fusionner, ça fait dresser les cheveux sur la tête d'Atangandji et de tout le régime. Parce qu'on ne sait pas quelle qualité de moulinex il faudrait utiliser. Ou ce serait un moulinex qu'on devrait inventer, qu'on devrait aller récupérer au Japon. Ou alors, ces deux-là peuvent bien se transformer en moulinex pour écraser les condiments du RDPC. Nietzsche, beaucoup aujourd'hui peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on le redoute. On le redoute justement parce que même son père était déjà un fervent opposant, un fervent nationaliste dans les années 1955 jusqu'en 1965. C'est sous cette aisselle-là que Nietzsche a eu à grandir. C'est avec cette sève-là qu'il a eu à s'abreuver. C'est ça qui lui a fait de telle sorte que même dans les années 72, alors qu'il était encore élève, qu'il soit arrêté. Mais par la suite, il est parti faire quelques études en France, études de commerce, où il est rentré après son diplôme en 84 au Cameroun. Quand il arrive au Cameroun, justement en 85, il va créer une librairie, à peu près comme Mongo Betty. Mais cette librairie-là, qui a employé pourtant des dizaines de Camerounais, sera attaquée par le régime en place. Il sera complètement saccagé, il sera brûlé. Au lieu de pouvoir peut-être se démonter, bien au contraire, il va plutôt se révolter et entrer de plein pied dans l'opposition. C'est d'ailleurs, avant même que Frondi ne parle du SDF, Jean-Michel Nietzsche, avec certains autres leaders qui vont créer Cap Liberté. Bien évidemment, Jokam Tchameni, il était là, sans pour autant oublier Koué et tout ça, qui vont monter cette organisation qui va secouer le régime Biya et qui par la suite sera dissoute. C'est à la suite de ça que Nietzsche va donc créer ce parti qui va fusionner avec le SDF, où il devient premier vice-président national. Nietzsche était donc ce qu'on peut appeler l'homme fort du SDF. Mais il a laissé Frondi devant. Par la suite, Frondi, avec ses compromissions, a vu que Nietzsche était devenu dangereux, d'autant plus que Nietzsche va organiser une cérémonie, qu'est-ce qu'on dit, un meeting qui va se tenir à Douala
en février 2008. Et ce meeting sera ce qu'on peut appeler le coup d'envoi de ce que on baptise encore aujourd'hui les émeutes de la faim. Mais en fait, ce n'était pas les émeutes de la faim. Ce n'était pas seulement la vie chère. C'était parce que également, Paul Biya était en train de trucider, de pratiquement manipuler la Constitution et il voulait déjà se représenter de façon continue. Ce que d'ailleurs, il a réussi à faire. Pendant cette période, Douala sera presque à feu à sang puisque le régime va mettre des tueurs à gages pour essayer de faire que le calme revienne. Beaucoup de gens seront tués. On parle de centaines. Les corps disparus. Et Nietzsche lui-même, on va arracher son passeport et puis on va lui interdire de sortir du pays. Qu'à cela ne tienne, en 2011, Nietzsche va reprendre, toujours sur la même lignée, en disant cette fois-ci qu'il faut commémorer les martyrs. Ça, Foundi ne le veut pas. Que chaque février, on commémore la semaine des martyrs. Ceux qui s'étaient déjà, ceux qui avaient déjà tissé des relations avec le RDPC, qui faisaient déjà des marchés et qui faisaient semblant d'être des opposants, ils regardaient déjà Nietzsche d'une autre certaine façon. D'autant plus que, même à Douala, Nietzsche va réussir à déraciner un baobab. En 2007, Nietzsche affronte qui? Madame Foni. Tout le monde connaît qui était Foni. En 2007, Nietzsche gagne l'élection. Bref, il devient député du Vouri-Est et il va d'ailleurs enchaîner jusqu'à aujourd'hui. Nietzsche a donc prouvé sur le terrain qu'il était quelqu'un qui non seulement fait l'unanimité, mais surtout a retrouvé ce qu'on peut appeler l'essence du SDF. Quand le SDF n'était pas encore un parti presque corrompu, un parti où il y avait seulement des affaires d'argent, où il y avait tout simplement des négociations, où il y avait tout simplement, bref, l'accompagnement du parti au pouvoir, eh bien c'est cela que Nietzsche a donc voulu ramener. Et maintenant, en retrouvant Maurice Kamto, il pourra être encore de ceux-là qui vont faire que 2025 puisse bouger. Ça va donc bouger et c'est pour cela que nous disons que le match ne fait que commencer. 2025, pour ceux qui avaient déjà programmé qu'ils allaient avoir tout simplement à partir à Mban ou bien à partir à tel ou tel endroit bloqué et qu'ils se disaient que oui, il suffit tout simplement de dire que Maurice Kamto ne peut pas se présenter parce qu'il n'a pas de député, eh bien, c'est déjà mal joué. Et beaucoup d'autres personnalités vont aussi s'aligner et l'opposition aura bel et bien son mot à dire. En 2025, n'ayez pas peur. Les autres l'ont fait. Et vous, vous êtes capable de renverser la vapeur. Mettez-vous du côté de l'histoire, du côté du renouveau et non du renouveau. Mettez-vous du côté du changement et sachez que l'heure est en train d'arriver. Qu'on ne vous dise pas qu'on va vous broyer avec les moulinettes. La peur a changé de camp. Leur président est déjà quelqu'un qui souffre de sénilité, qui ne peut pas se lever, qui ne peut plus vous effrayer. Vous avez maintenant la possibilité de tout renverser avec les forces vives de la nation et même les forces de sécurité qui doivent savoir qu'ils ont aussi un mot à dire en cette période où le Cameroun a décidé de changer de cap après autant d'années de souffrance, après autant d'années de dictature, après autant d'années de sang,